Oui, bonjour. On est lundi 7 décembre 2020. Nous sommes au comité administratif de la MRC du Granit. Donc, j'inviterai les maires à se présenter, en commençant par vous, Monsieur Gendron. Maire de la municipalité de Frontenac. Carlo Lachance, maire de la municipalité de Saint-Rambert-Bellarmin. Denis Lalumière, maire de Stratford. Pierre Brosseau, maire de Val-Racine. Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic. France Lisson, préfet suppléant. Patrice Bernier, responsable de la MRC. Sonia Cloutier, directrice générale. Sarah Bouchetti, assistante au bureau. Bonjour tout le monde. Donc, vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ça va? Merci. Donc, ça me prend un proposeur, Monsieur Gendron. J'appuie. Oui, Madame Morin. Vous avez reçu le procès-verbal de la rencontre du 16 novembre. Vous en avez pris connaissance. Avez-vous des questions? Donc, la même chose, ça me prendra un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Gendron? Monsieur Lachance? Suivi au procès-verbal de la dernière séance? On n'avait pas de suivi? Non, pas de suivi. C'est beau. Donc, le point 5, Fonds local d'investissement, le FLI. Donc, on avait le FLI 2020-11-01, qui était une demande de prêt. Oui, on a un proposeur et un appuyeur pour cette demande-là. Oui, merci. Quelqu'un demande de vote? Madame Bisson, Monsieur Lalumière. Oui. On a une radiation de prêt 2016-05-07 01. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Un proposeur, Monsieur Lachance et Monsieur Brosseau. Le point 6, programme d'aide d'urgence, le PAU. Donc, le PAU, on est en demande pour la deuxième partie des montants alloués. Donc, le processus est en marche et c'est sûr que suite à notre zone rouge des dernières semaines, il y a d'autres personnes qui ont demandé de l'aide. Donc, ça nous prend la deuxième partie des fonds pour être capable de combler toutes les demandes qui sont nécessaires. C'est un point d'information. Puis en fait, on a 14 dossiers là, dans la deuxième vague là, qui viennent d'arriver. Dans la première vague, on avait traité 9 dossiers qui s'étaient rendus au financement complet. Là, on a 14 dossiers qui demandent de l'information. Il y en a 8 officiels de déposer. Fait que là, cette semaine, on va en analyser. Là, on attend différents documents. Là, les promoteurs font la demande, mais le temps que les documents légaux nous soient envoyés. Fait que d'ici la fin de la semaine, on devrait réussir là, avant Noël de traiter la majorité de ces dossiers-là. C'est beau. Le point 7, M. Patrice Gagné va nous traiter ces points. Donc, 7.1, le règlement numéro 1175 modifiant le règlement de zonage numéro 1035. Bonjour tout le monde. Premièrement, municipalité de Stratford, règlement 1175 modifiant le règlement de zonage 1035 afin de bonifier la réglementation. Le règlement qui visait 4 éléments. En premier lieu, interdire les maisons mobiles dans la zone rurale. La municipalité a décidé que maintenant, dans les zones rurales, il les interdirait les maisons mobiles. Par la suite, ils ont voulu aussi redéfinir les définitions de roulotte et de maison mobile afin de les rendre plus précises. Donc, ajouter des superficies, par exemple, des caractéristiques sur la structure du bâtiment et tout pour éviter qu'il y ait des problématiques au niveau de confondre maison mobile et roulotte. Donc, ils sont venus vraiment préciser les définitions. Sont aussi ajoutées les dispositions sur les superficies minimales des bâtiments principaux dans les zones agroforestières, agricoles, rurales et îlots. Avant, dans la municipalité de Stratford, à l'extérieur des périmètres urbains et des zones de villégiature, il n'y avait pas de superficie minimum pour les bâtiments principaux.
Donc, une personne peut faire un bâtiment de la superficie qu'il voulait. Donc, Madame Municipalité a dit, nous, on va maintenant mettre une norme qui va être à l'ensemble du territoire, donc 45 mètres carrés pour toutes les municipalités, pour tout le territoire de la municipalité. Et par la suite, élargir la zone de villégiature du domaine des Hauts-Cantons, lac de la Héronnière. Lorsque le lac de la Héronnière, les zones de villégiature ont été mises en place, on avait, dans le règlement de zonage, mis des zones plus petites que ce qu'on avait le droit pour pouvoir y aller à la demande. Pour éviter que ça soit ouvert partout. La municipalité, à l'époque, on s'était dit, on va faire simplement y aller par bande pour éviter que le développement se fasse de façon éparse sur le territoire. Donc maintenant, la municipalité a une demande pour élargir la bande de villégiature sur le bord de la Héronnière en deuxième ligne. Donc, c'est ce qu'on va procéder. C'est conforme au schéma. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ça me prend un proposeur, M. Gendron, Mme Bisson. On serait rendu au 7.2, règlement numéro 1181 visant la modification, de modifier le règlement de zonage 1035. Oui, afin d'interdire dans certaines zones déterminées les résidences de tourisme sur le territoire de la municipalité, encore une fois à Stratford. Donc, premièrement, la municipalité vient acheter une définition de résidence de tourisme. Il y en avait déjà une dans le règlement, mais la municipalité vient la séparer de la résidence, de l'usage résidentiel. Donc, avant, la résidence de tourisme était inclus dans l'usage résidentiel, mais la municipalité vient le retirer et inclure une définition exclusive pour les résidences de tourisme. Donc, et par la suite, la municipalité vient les interdire dans les zones des îlots déstructurés de la municipalité et dans le périmètre urbain, dans certaines zones du périmètre urbain. Donc, maintenant, la municipalité, ce qu'elle vient de dire, c'est que lorsqu'il va y avoir une résidence de tourisme, ils vont les gérer au cas par cas. Ce qui nous amène en lien avec le prochain règlement aussi, mais celui-ci est conforme au schéma. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui en fait la proposition? M. Pierre Brosseau et M. Jeannot Lachance. Quelqu'un demande le vote? Donc, le 7.3, règlement numéro 1182 sur l'usage conditionnel municipalité de Stratford. Oui, c'est le règlement dont je vous parlais. Les municipalités ont le droit d'adopter des règlements discrétionnaires au niveau de l'urbanisme. Et le règlement sur l'usage conditionnel en est un. Donc, c'est un règlement qui vient viser la mise en place des résidences de tourisme. Dans le fond, les municipalités, ce qu'elles viennent dire, c'est qu'on va les autoriser moyennant certaines conditions. La première condition, c'est que le projet doit être analysé par le CCU. C'est le CCU de la municipalité qui va recommander si oui ou non la mise en place d'une résidence de tourisme est conforme à l'augmentation et peut être implanté. Par la suite, il va mettre aussi des conditions d'implantation et d'exploitation. Par exemple, les gens doivent s'engager par écrit à tout faire pour limiter les nuisances par le bruit, par exemple. D'avoir des preuves d'assurance de responsabilité et tout. Donc, la municipalité vient encadrer les résidences de tourisme sur leur territoire en laissant au CCU l'analyse de chacune des demandes qu'ils vont avoir. Et ce règlement est conforme au schéma. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, qui en fait la proposition? Madame Morin et M. Brosseau. Et si vous me permettez une petite parenthèse, pour résidence de tourisme, ce qu'on veut dire, c'est les personnes qui ont des chalets qui les... Donc, je vais peut-être tout définir, mais dans le fond, c'est des gens qui ont des chalets. Il y a des compagnies ou des gens qui ont un chalet sur le bord des lacs souvent et qui les louent moyennant rétribution pour une fin de semaine, une semaine et tout. Donc, c'est ce genre d'usage-là que la municipalité a voulu réglementer. Merci. 7.4, règlement 1183, modifiant le règlement de lotissement numéro 10. Donc, oui, la municipalité de Stratford, encore une fois, afin de modifier l'emprise des rues. Donc, la municipalité avant avait une emprise minimale de 15 mètres pour les rues. Maintenant, elle vient l'allonger à 20 mètres. Ce qui est quand même beaucoup la norme standard qu'on a entre 18 et 20 mètres. C'est vraiment la norme qu'on a au niveau de la MRC. Donc, eux, ça, il y avait 15 mètres, viennent rallonger l'emprise à 20 mètres. Le tout est en conforme. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est beau. Est-ce que ça me prend un proposeur, Mme Morin? Mme Bisson? 7.5, règlement numéro 1184, relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité des cantons de Stratford, municipalité de Stratford.
Donc oui, la municipalité a beaucoup de territoires qui lui appartiennent, de terrains qui lui appartiennent, et il y a de plus en plus d'installations qui sont faites sur ces terrains-là. La municipalité n'avait pas de règlement pour gérer ses constructions et ses usages, donc la municipalité vient mettre en place un règlement pour pouvoir gérer les usages et les constructions qui se fait sur les terrains appartenant à la municipalité, ou donc la gestion découle de la municipalité. Comme par exemple, ce qui est les éléments qu'ils mettent en place, c'est par exemple demande de permis. Maintenant, ils vont mettre un permis nécessaire. Par la suite, quel genre de construction, les conditions, les plans, les ouvrages, les conditions d'entretien et tout. La municipalité vient mettre plusieurs éléments pour gérer les constructions et aussi quel type d'occupation qu'ils autorisent et qu'ils interdisent. Donc, le tout étant aussi conforme au schéma. Il y a des questions? Qui en fait la proposition? Monsieur Gendron? Madame Morin? Le point 7.6, règlement numéro 1185, modifiant le règlement de zonage numéro 1035. Afin d'autoriser les logements intergénérationnels à la municipalité de Stratford. Donc, la municipalité désire autoriser les logements intergénérationnels, donc des logements, des résidences où une personne fait un logement pour un membre de sa famille, moyennant plusieurs conditions. Comme par exemple, bien sûr, c'est dans une résidence familiale, il n'y a pas de numéro civique distinct pour les deux logements, qu'il y a une seule entrée de service, une seule entrée électrique, une seule entrée d'eau potable, et qu'il y a une seule entrée, en général, physique pour les gens qui puissent entrer. C'est vraiment un logement intergénérationnel pour un parent et non un deuxième logement locatif. C'est ça la grosse différence. Parce que dans le fond, les municipalités, souvent, vont autoriser des secteurs où il y a un logement seulement, mais maintenant, ils veulent dire, tu as le droit d'avoir un logement, mais plus un logement intergénérationnel pour un membre de ta famille, un parent, par exemple. Donc, mais moyennant certaines conditions, comme je disais, qu'il y aurait juste une entrée, pas de numéro civique distinct versus un deuxième logement qui serait locatif. Le tout étant conforme. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Pierre? Question. Oui. Dans le cas de la vente de la résidence, par exemple, est-ce que ça demeure attaché à la dette civique ou parce qu'il doit y avoir deux logements dans le même bâtisse? En effet, il y a deux logements, mais c'est une adresse civique. Donc, techniquement, une personne qui vend à la maison, la personne acheteur va avoir un logement intergénérationnel qui va répondre aux mêmes conditions. Ça va être une maison avec un logement et un logement intergénérationnel. Donc, si la personne désire, moi, finalement, c'est pas intergénérationnel que je veux faire un logement locatif. Là, en effet, il va y avoir d'autres conditions qui vont devoir respecter avec la municipalité, comme par exemple une autre adresse civique, et ainsi de suite. Là, d'autres conditions qui enclenchent, puis une personne qui achèterait la maison aurait une maison avec un logement intergénérationnel. C'est un logement plus un logement intergénérationnel. Et avec la possibilité éventuellement d'en faire un deuxième logement si la municipalité est là. Exactement. D'autres questions? Qui en fait la proposition? Monsieur Brosseau? Monsieur Lachance? Le point 7.7, règlement numéro 20-20-04, modifiant le règlement de zonage 20-09-08. Afin d'intégrer les dispositions relatives à la protection de l'environnement, on est à la municipalité de Sainte-Cécile. Donc, la municipalité de Sainte-Cécile a adopté des normes pour la protection de l'environnement. Pour ceux qui sont là depuis un certain temps, on parle des normes qui sont quasi similaires à celles qui voyageaient pendant un certain temps avec le RCI qu'on avait au niveau de la protection des plans d'eau contre l'érosion et tout. Donc, c'est sensiblement les mêmes normes que la municipalité a adoptées. La loi sur les compétences municipales autorise la municipalité à avoir des normes pour la protection de l'environnement. Donc, la municipalité a pris sensiblement les normes qu'on avait écrites il y a quelque temps et les a intégrées dans son règlement de zonage. Les normes visent la gestion des pesticides, de l'érosion et des espèces exotiques envahissantes, des EEE. Donc, c'est sensiblement ce qu'on avait adopté qu'ils ont réintégré dans le règlement de zonage. Comme on n'a pas de normes particulières qui visent ça dans le schéma, c'est conforme à la réglementation. Au schéma d'aménagement, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Le règlement a 37 pages, donc je vous en ai pas fait la lecture. On pensait que tu allais tout nous l'expliquer, ligne par ligne. Je me suis demandé si je sortais des spot checks, mais il y a 37 pages, j'ai fait dans le nom. Okay. On va tolérer pour cette fois-là. Merci d'être gentil. Proposé par M. Lalumière et M. Gendron. Ça devrait être nommé comme un bon coup environnement, ça, mercredi. Ça va l'être. Elle a envoyé ça. On attendait vraiment l'adoption du règlement. C'est vrai qu'elle a envoyé ça, hein? Règlement 7.8, règlement numéro 20-20-05, modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 20-09-11. Aussi à Sainte-Cécile.
En effet, c'est afin d'intégrer les permis de remaniement du sol à l'intérieur du règlement qu'on vient d'adopter concernant la protection de l'environnement. Il y a la condition pour les dispositions sur l'érosion d'avoir un permis lorsqu'on fait du remaniement de sol. Donc, lorsqu'on fait du remaniement de sol, il va y avoir un permis qui va être nécessaire pour les citoyens qui vont le faire. Et bien sûr, quand on veut demander un permis à l'intérieur du règlement de zonage, il faut l'intégrer au règlement de permis certificat, sinon on ne peut pas légalement obliger un permis à un citoyen si on n'a pas un règlement rattaché pour les conditions d'émission de permis. Donc, c'est les mêmes conditions qu'on a pour l'ensemble des permis, c'est que celui-là vise le remaniement de sol. Est-ce que vous avez des questions? Comme proposeur, Mme Morin, Mme Bisson. Excusez-moi, je sais qu'on parle de remaniement de sol de 250 mètres carrés. C'est pas tout remaniement, quelqu'un qui a un coup de pelle dans un jardin, là, c'est 250 mètres carrés, donc c'est quand même assez grand, de vous préciser. Donc, c'est quand même assez grand comme superficie. Et ça va, les producteurs agricoles ne sont pas visés par le règlement. Si quelqu'un qui a un producteur agricole qui fait du labour, par exemple, ne sera pas visé. C'est vraiment quelqu'un qui fait un remaniement de sol autre qu'agricole, de plus de 250 mètres carrés. Le 7.9. Oui, monsieur Lamia? Oui, j'aurais peut-être dû la poser là, au point précédent, mais les dispositions relatives à la protection de l'environnement à Sainte-Cécile de Wheaton, est-ce que ça s'applique aussi au milieu agricole ou pas? Il y a certaines dispositions, mais c'est minime. Okay. Il y a quelques dispositions sur les fossés, mais c'est des dispositions qui étaient déjà en vigueur. Donc, c'est quand même minime. Là. C'est des éléments qu'on avait déjà appliqués, qu'on avait travaillé avec l'UPA en 2008. Parce que, dans le fond, le règlement qui est en vigueur actuellement à la MRC, qui est en vigueur, le 2008-14, on avait travaillé avec l'UPA sur certains éléments au niveau des fossés et des bassins de sédimentation, du drainage et tout. Donc, c'est les mêmes choses qui avaient déjà été travaillées. Le 7.9, règlement numéro 336-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 279-2010. Oui, afin d'autoriser un reposage de bois dans la zone M7 à Saint-Augustin de Woburn. Donc, la municipalité de Woburn veut autoriser l'usage complémentaire à l'agriculture et à la forêt dans la zone M7. Pour vous situer, nous sommes à la limite du périmètre urbain en direction de la frontière sur le chemin des lignes, qui est un terrain qui appartient à Pépin Lumber Inc., qui veulent faire de l'entreposage de bois. C'était pas autorisé avant un terrain appartenant à la municipalité. C'est un agrandissement de périmètre urbain qu'on a fait, ou les étangs, la pisciculture, ça vous situe plus, des terrains où la pisciculture était avant. Dans le fond, il y a une compagnie qui veut faire l'entreposage de bois là, et comme c'était pas autorisé à la municipalité, on a travaillé à l'autoriser. Donc, le tout est conforme au schéma. Est-ce que vous avez des questions? Exclu il y a quelques années. Pas de questions? Un proposeur? Monsieur Gendron? Madame Bisson? Merci, Monsieur Patrice. Ça serait terminé pour vos points aujourd'hui. Pas de problème. Bonne fin de journée. Merci. Donc, le point 8, entente de service avec les conseillers juridiques de la MRC. Vous avez reçu le projet de résolution? Oui, en fait, c'est maintenant Cain Lamarre qui nous fait une offre de service. On a fait les comparables avec les tarifs des dernières années. Puis c'est 2,5 % d'augmentation là, pour l'achat d'une banque d'heures. Et je vous propose d'acheter la banque d'heures de 15 heures pour un montant de 2 475 Pour la prochaine année financière. Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous en faites la proposition, Monsieur Brousseau? J'appuie. Et Madame Morin? Quelqu'un demande le vote? Le point 9, table des MRC. La table des MRC, on nous avait demandé de placer le point plus haut qu'on place ceux de la fin et le projet va être placé dans les projets spécifiques. Et c'est sûr qu'on va le passer un petit peu plus tôt que s'il était complètement à la fin. C'est un point d'information. Le point 9.1, TME, rapport d'activité. Donc, c'est ce point-là que j'ai traité. 9.2,
le TME Priorité régionale de développement retenu en 2020-2023. Oui, en fait, on a envoyé aux membres là, le tableau des priorités régionales de l'Estrie pour le développement des années 2020-2023. Fait qu'on a convenu ensemble là, qu'on va travailler avec la SDEG. On va s'assurer d'envoyer tous les documents, en fait, aux 20 municipalités des priorités qui ont été adoptées là, à la dernière TME. C'était un point d'information également. C'est beau, merci. Donc, on vous a déposé le calendrier de l'administratif de l'année 2021, mais avec des modifications. Donc, une modification pour amener la rencontre au 18 janvier, une première rencontre, et la rencontre du 15 novembre, on est en période électorale, donc elle ne pourra pas se dérouler. Donc, ça me prend une résolution pour accepter la modification du calendrier. Je la propose. OK. Donc, c'est un point d'information. Le point 11, procédure et fonctionnement du Conseil des maires. Donc, on est allé chercher des informations. Oui, en fait, on a discuté en atelier de travail, on a discuté des procédures et des règles de régie interne pour le Conseil des maires. Fait que lors du prochain Conseil des maires de janvier, le comité administratif va arriver, en fait, avec quelques modifications de procédure pour, au courant de la prochaine année, là, présenter des règles de régie interne pour le Conseil des maires. C'est un point d'info. Le point 12, Fonds région et ruralité, volet 2, collaboration municipale, c'est ça qu'au début de la rencontre que j'ai oublié de reporter ce point-là à la prochaine rencontre. Donc, je vous le dis maintenant. Point reporté. Le point 13, coordonnateur au service incendie. Oui, fait qu'en fait, le comité de sélection pour le coordonnateur du schéma de couverture de risque incendie vous propose l'embauche de Éric Mercier à compter du 18, janvier, puis qu'il soit intégré là, dans la grille salariale là, de coordonnateur, puis que ses années d'expérience lui soient reconnues également. J'ai besoin d'un proposition. C'est beau. Qui propose? Monsieur Gendron et Monsieur Brousseau. C'est Brousseau. Brousseau. Monsieur Pierre. Il n'y a pas de U dans Val-Racine, il me semble. Il n'y a pas de U dans Val-Racine, si ça peut aider. Puis il y a un U dans Woburn. Ouais, mais en tout cas, je sais pas si ce serait le bon truc, là. Point 14, adjoint à l'aménagement. En fait, c'est un point d'information pour vous aviser qu'on va ouvrir la semaine prochaine, cette semaine probablement si on est capable, le poste d'adjoint à l'aménagement. Au départ, vous vous souvenez qu'on avait un poste d'adjoint à l'aménagement et à la géomatique. Hein? Mm-hmm. Fait qu'on a revu notre structure, puis les besoins, ça va être un poste vraiment d'adjoint à l'aménagement. Avec le technicien informatique qu'on a embauché, ça nous permet de libérer le temps de travail de cette personne-là qui faisait beaucoup d'informatique et de notre responsable de la géomatique qui fait beaucoup d'informatique. Hein. Fait qu'on a revu les tâches, fait qu'on va concentrer les personnes vraiment, M. Lambert, Raphaël, va se concentrer plus sur la géomatique en retirant les tâches d'informatique, puis on est en train de regarder aussi pour toutes les tâches de gestion documentaire. Fait que ça va nous permettre d'avoir quelqu'un vraiment 100% là, à l'aménagement du territoire. Le poste va être ouvert là, cette semaine, si tout est correct. On veut l'ouvrir avant Noël. Hein. Les compétences requises, c'est quoi? En aménagement du territoire. C'est pas urbanisme ou quelque chose de genre? Oui, il y a de l'urbanisme dedans. Oui, il y en a aussi. Mais pas que. Pas que. Ouais. Un poste de niveau technicien ou oui. un poste universitaire? Le dernier, on est allé universitaire, mais là, on est en train de regarder plus du côté technique parce que là, on voit que le roulement de personnel, quand on a un universitaire qui vient faire ce poste-là,
ils aspirent à plus. Fait qu'on n'est jamais capable de garder plus d'une couple d'années nos personnes conformes. Fait qu'on est en train de regarder du côté technique, voir si on serait pas capable d'aller chercher quelqu'un qui pourrait rester avec nous autres plus longtemps. Ouais. Donc, on avait le point 15, bâtiment, on n'avait rien à discuter. Le point 16, les frais de déplacement du préfet. Donc, vous avez reçu la documentation. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'un proposeur, Monsieur Lachance et Madame Bisson? Le point 17, prochaine séance du comité administratif. Comme on vient de le voir, elle aura lieu le 18 janvier. Lundi, le 18 janvier. Oui. Le point 18, est-ce qu'on avait des choses sur la COVID? Non, on n'a rien à traiter beau. là. Le point 19, on avait ressources humaines. Donc, la recommandation du CE du SDEG. Oui, en fait, le CA de SDEG nous a fait parvenir une recommandation. Le CE de SDEG nous a fait parvenir une recommandation de fin d'emploi. Fait que j'aurais besoin que vous me déléguiez, que vous déléguiez à la direction la procédure à suivre pour l'envoi des documents de fin d'emploi et de négocier la quittance avec l'employé. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Madame Bisson, Monsieur Lalumière? Quelqu'un demande le vote? Le point 21, variable. Il n'y avait rien au variable qu'on avait rajouté. Période de questions. On n'a pas public, donc... Pardon, Madame le Préfet, je comprends qu'il n'y a personne qui adresse de questions non plus par Internet, parce qu'il y a cette possibilité-là que vous avez déjà mentionnée là, dans des rencontres précédentes, mais je comprends qu'on n'a pas reçu de questions. Pour le comité administratif, non. Présentement. C'est bon. Donc, on serait rendu au point 22, levé de l'Assemblée. Il est il est 4h05. Donc, ça me prend un proposeur, Monsieur Gaby et Madame Bisson.